S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Une fédération, un réseau pour accompagner, pour s'entraider, pour atténuer et pour s'adapter au changement climatique. Par Octave Broutard. Épisode 1, le stockage du carbone. Chez François, à Verdun. Jeudi 15 décembre, aujourd'hui on va aborder les changements climatiques à venir pour l'agriculture. Et un agriculteur, on va aller en voir un justement. Là on est en voiture, on part de Paris pour aller dans le Grand Est, dans la Meuse, à 25 km de Verdun, chez François Marchand. C'est un céréalier donc dans la Meuse qui met en place des prairies dites capitalistiques qui vont permettre à son champ de s'adapter au climat. Et là, on va aller à sa rencontre pour en savoir davantage. Allô ? Oui, salut François, c'est Octave Broutard. Oui. Oui, bah écoute, c'était juste pour te dire que j'arriverai bien à 11h30, là j'étais sur la route. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tournez à droite pour rester sur rue Champlon, puis prendre légèrement à gauche sur rue du Pont-Marguerite. Salut. Ouais, t'as pris le route ? Bah oui, très bien, ouais. Et tu as la carte quoi. Bah oui, tout déneigé, pas de problème. Je vais te présenter Julien, mon fils qui vient de s'installer. Salut, Julien. Moi je suis installé depuis 83 et donc là lui il reprend la suite, donc c'est sympa. Et puis il y a Johan Michaud là que je voudrais te présenter, c'est Salut Johan. le chargé de mission de Bio en Grand Est qui m'accompagne entre autres sur la démarche carbone, enfin sur la fertilité des sols, sur l'adaptation au climat. Voilà. Et ben on y va. On y va. Donc là, en fait, à l'époque, on était en conventionnel et on avait 8000 quintaux de stockage avec un système de nettoyage dont on ne s'est pas servi pendant jusque quand je suis passé en bio. C'est-à-dire qu'il était là, le système de nettoyage, mais comme on n'avait pas vraiment besoin de valoriser nos grains par rapport à la qualité, ça n'a pas été très... C'est pas que c'était pas rentable, mais en fait, c'était dans le système, mais on savait pas s'en servir. Et quand je suis passé en bio, j'ai appris à valoriser mon système de nettoyage, et j'ai envie de dire, j'ai trouvé un nouveau métier, c'est le nettoyage des grains et le tri des grains. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, parce qu'en fait, on prend quelque chose qui semble pas tout à fait bon, voire pas bon du tout, et on en fait un super produit. Voire plusieurs produits, parce que dans les mélanges, il y a plusieurs produits. Et ça, donc c'est valorisant, quoi. Et puis derrière, on a le bâtiment qui est récent, qui a été fait juste avant que je transmette la ferme à Julien. Donc là, c'est un bâtiment qu'on a conçu pour stocker du matériel, mais surtout du grain en big bag, là. Et puis il y a toutes nos semences, en fait, surtout là. Hein, c'est les semences qu'on stocke... qui vont nous servir au printemps, mais aussi on garde des semences d'une année sur l'autre, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir de la bonne semence l'année qui suit, quoi. Donc c'est une sorte de sécurité. Et d'ailleurs, tu me disais que tu as eu des aléas climatiques dans cette ferme. Oui, alors, parce que moi je suis un vieux de la vieille, comme on dit. Dans ma génération, en fait, les gens qui sont installés dans les années 70-80, on a eu la technique moderne. En gros, c'est les engrais, la chimie, et puis les techniques culturales, la mécanisation. On a fait marcher la machine jusque dans les années 2000-2010. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait vidé la cave. La cave, c'est le sol. Et moi, je pense que tout le monde peut comprendre que dans une maison, quand on a une cave, il y a du vin ou des pommes de terre. À un moment donné, si on vide la cave, on n'a plus rien à manger. Et en fait, notre génération, on a vidé la cave à travers la diminution du taux de matière organique, puisque avant que je m'installe, dans les années 70, les sols français étaient à 5% de matière organique, et maintenant on est descendu à 3%. Donc qu'est-ce que ça a provoqué ? C'est pas que le sol est détruit, faut pas dire ça. Le sol est toujours là, sauf qu'il vit moins.
il a moins de potentiel, et donc il va nous donner ce qu'il peut nous donner tout simplement. Donc ça fait 4-5 ans qu'une année sur deux quasiment maintenant, on a des sécheresses. En 2020, il a fait très sec. Donc Johan nous disait, et tous les techniciens des chambres d'agriculture, tous les gens qui bossent autour de nous, qui nous aident, nous disaient il faut mettre des couverts, des intercultures. Et en fait, on a fait notre job, quoi. On a semé, mais il n'y a rien poussé. Notre objectif, c'était vraiment de remplir la cave, de produire quelque chose de plus pour le laisser au sol. Et là, chaque fois qu'il manque d'eau, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Et ce qui est clair, c'est qu'autant 2003, après on a eu 10 ans quasiment sans presque rien, mais là, j'ai l'impression que le climat aidant, l'évolution du climat est en train de nous montrer que ce problème d'eau est de plus en plus régulier. Moi, j'ai envie de dire, on est sûr de rien. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors que dans le début de ma carrière, entre les années, il y avait des différences, mais pas autant de différences. On pouvait se fier aux saisons, alors que voilà, maintenant... Voilà, on pouvait se fier aux saisons, et des fois, quand on n'avait pas d'eau, mais ça durait 15 jours, 3 semaines. Mais là, des fois, c'est trop, j'ai envie de dire, c'est pendant 3 mois, on n'a pas d'eau. Et ça, c'est compliqué. Je pense que si on reconstruit nos sols, si on remplit la cave, nos sols vont être beaucoup plus résistants. Déjà, l'hiver, ils vont être capables de capter l'eau. Et l'été, vu qu'il y a beaucoup plus de matière organique, la structuration plus forte, il y aura une meilleure résilience par rapport à ces aléas. Et donc toi, la technique que tu as choisi de mettre en place, c'est le stockage du carbone, c'est ça, dans le sol? Oui, alors l'histoire du stockage du carbone, ça c'est la grande stratégie des COP 21, enfin de la COP 21, le 4 pour 1000. C'est là qu'on a commencé à en parler. Mais au-delà de ça, moi, c'est la fertilité des sols. C'est ma cave, quoi. C'est le carbone, la matière organique, en fait, c'est du carbone. Ça veut dire une chose, c'est-à-dire que sur une année, quand je produis, admettons, entre 5 et 10 tonnes de matière sèche, grains et paille et résidus confondus, il faut absolument que je restitue au sol une bonne partie. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre en place des systèmes où on va intensifier la production végétale. Ça veut dire avoir une plante quasiment tout le temps, enfin qui arrive à pousser presque tout le temps dans l'année. Et aussi, ce qui est important de faire, c'est dans une même culture, dans le même espace-temps, il faut qu'on ait une grosse production végétale, à la fois en nombre de plantes au mètre carré, mais aussi, je vais prendre l'exemple avec mon maïs et ma lentille, qui sont deux produits qui sont intéressants. Ma lentille, elle est très intéressante par rapport à la valorisation financière. Il y a de la valeur ajoutée, on peut faire de la valeur ajoutée. Le maïs, pas beaucoup. Sauf qu'il y a une grosse différence entre les deux en termes de carbone. La lentille, quand elle va produire entre 15 et 20 quintaux, si ça va bien, de grains, elle va sortir, aller entre 1 tonne et 2 tonnes de résidus. Alors que le maïs, si on fait entre 40 et 50 quintaux de grains, on va sortir entre 40 et 60 quintaux de résidus. Et ça ferait une vraie différence. Donc il faut prendre toutes les cultures les unes par rapport aux autres et mettre en place des systèmes où, plutôt que de prendre un blé qui a une paille qui n'est pas très haute, il faut prendre un blé qui va faire son job en termes de grains, mais surtout qui va produire une grande tige, des grandes feuilles. Et du coup, pour mettre en place ce système, tu es accompagné, tu es notamment accompagné par Johan qui est là avec nous. Johan, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en fait, quel est ton rôle ? Alors bonjour, moi je travaille à Bio en Grand Est comme chargé de mission agronomie, semences paysannes et arboriculture. Et du coup, dans le cadre, avec François, là, ce que je fais, c'est de l'accompagnement. Alors au départ, c'était sur un projet qu'on a appelé Sol Bioclimat, qui était en lien avec tous les collègues de la FNAP, donc nationale. C'était un projet avec 6 parcelles dans 6 départements différents sur les pratiques de stockage du carbone. Et dans ce cadre-là, donc on a commencé ce projet en 2019. On avait un financement national et ça a surtout servi à la fois à se former en tant que technicien et puis à former les agriculteurs aussi sur ces pratiques. L'idée, c'était... on sait que la situation elle est grave au niveau du réchauffement climatique. Les pratiques à mettre en place, on les connaît déjà.
Comment faire pour impulser une dynamique, inciter les agriculteurs à les mettre en place et aussi mettre en avant les pratiques des bio et montrer que les bio font quelque chose. On a choisi d'aller donc sur les grandes cultures parce que les grandes cultures, avec la viticulture, c'est là où il y a le plus de potentiel de progrès, où on peut vraiment... comme dit François, il y a eu des années de déstockage de carbone dans les sols en grande culture, quand il n'y avait pas d'apport de matière organique, quand il n'y avait pas de prairies, etc. Et on s'est dit, on va chez les agriculteurs qui le souhaitent, on cherche avec eux une parcelle qui pourrait bien correspondre, et puis on réfléchit avec eux aux pratiques qu'ils veulent mettre en place, pratiques de stockage du carbone. Alors concrètement, le stockage du carbone, chez toi, François, ça marche comment ? Mon sol, je considère que c'est une dalle de béton. Il faut lui amener du végétal, il faut lui amener du carbone qui est sous forme de paille, qui est sous forme de racines, qui est sous forme de feuillage. Et moi, j'ai augmenté ça en amenant des écorces de bois, parce que je me dis que ça ne suffit pas. Ma capacité de production en matière sèche de végétal à travers mes plantes que je cultive, j'ai une limite à un moment donné. Même si je combine tout bien, que tout va bien, j'ai quand même une limite qui est en fait le soleil, ma situation géographique et surtout la flotte. Et donc, en fait, je vais mettre un système en place pour que j'ai le maximum de végétal à travers mes plantes, mais j'ai incorporé en plus des choses exogènes. Donc, c'est en fait autour de mes parcelles, le long de mes parcelles, j'ai des ruisseaux, j'ai des bancs enherbés et j'ai eu l'intelligence ou le hasard de ne pas être trop idiot dans les années 90, de ne pas tout massacrer, de laisser pousser des haies et surtout de replanter des saules, des peupliers, qui à l'époque ont fait rire tout le monde, mais à la limite on ne pensait même pas à ça, c'était pour dire ça servira bien à quelque chose. Et aujourd'hui ces peupliers-là, ils n'ont pas encore été récoltés, mais on va les récolter, on va les mettre dans les sols. Et donc pendant 30 ans, ils ont capté du carbone que je vais remettre dans la dynamique de mes sols. Et voilà, donc je prends un exemple. Donc jusque maintenant, j'ai utilisé les saules qui étaient dans ces linéaires. On les récolte chaque année, on fait un gros tas et on fait venir une machine. Et elle nous fait des petites plaquettes. Et puis hop, on balance ça dans les sols. Et les bactéries, les champignons, les asticots, enfin tout ce qu'il y a dans le sol s'amuse à vivre avec ça. Et en fait, il y a une vraie vie du sol qui démarre avec ça. Exactement comme la dalle de béton. Et faites le test. Vous verrez que même sur une dalle de béton, on peut faire pousser des choses. C'est qu'une question d'alimenter en carbone et de laisser le temps. Donc là, j'ai un big bag de 840 kg de graines de trèfle. J'ai pas d'animaux. Donc le défi, c'est de nourrir les sols avec rien, puisque dans la logique intellectuelle des agriculteurs, les animaux permettent de ramener du fumier, et donc à travers leurs excréments qui sont riches en azote, ça nourrit le sol. Et ça accompagne la paille qui est qui constitue le fumier. Et donc dans ma logique, à travers tout ce qu'on a fait comme formation, donc il y a une partie de mon exploitation, à peu près entre 20 et 25%, de la surface qui est consacrée à une légumineuse. Alors ici c'est du trèfle, parce que nos sols sont argileux, et tout le trèfle en fait je le restitue au sol. Et va faire vivre mon système, puisque je monte en un an, je monte ma matière organique, ce qui fait que je vais avoir une bonne production de maïs, de blé, d'avoine derrière. Et en fait, pour augmenter la production, pour intensifier, ce que j'ai choisi, le trèfle avant, je le mettais, dans ma logique, j'étais parti pour le mettre tous les 7-8 ans. En fait, je vais raccourcir ce temps et je vais le ramener plutôt vers 4-5 ans. Je vais essayer de gratter 2-3 ans de façon à intensifier, c'est-à-dire que je vais peut-être supprimer des cultures qui sont, comme on dit, en bout de rotation, pour revenir plus vite avec le trèfle, de façon à remonter plus vite, renourrir le sol. C'est-à-dire que mon trèfle ne sert qu'à nourrir le sol et non pas les vaches. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est clair que je le vois, derrière les trèfles, j'ai des maïs qui sont super, j'ai des blés qui sont super, sans rien faire, quoi. Enfin, sans rien faire, j'ai fait avant, mais sans rien amener. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que le stockage du carbone, il faut que je mette ma main à la poche.
C'est clair, parce que ce que je ne vends pas, mon trèfle que je ne vends pas, je le mets dans mon sol, c'est une capitalisation que je vais retrouver dans demain, mais le demain, il n'est pas demain matin, il est peut-être dans 2, 3, 4 ans. Je veux dire, il faut que je remonte mon taux de matière organique, et ça coûte de l'argent. C'est un peu la limite. Comme tout capital, ça nécessite un investissement Voilà. au préalable. Voilà, en fait, il y a une notion d'investissement, quoi. Quand j'explique ça à des agriculteurs, mes collègues, ils disent « Oui, mais comment tu fais ? Ça coûte cher. » Mais de toute façon, si on veut augmenter les teneurs en carbone des sols en termes de matière organique, ça va coûter. C'est inévitable. Il ne faut pas penser que ça va venir tout seul. Il y a forcément une notion d'investissement. Et il faut en prendre conscience. Je me suis rendu compte que les trèfles ont une belle faculté de faire des fleurs. Et donc, mes parcelles de trèfle, maintenant, j'ai choisi de ne pas tout faucher. Chaque fois que je fauche, je laisse toujours une petite bande. Il y a plein d'insectes. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc ça a travaillé, mais je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose de fort avec ça. Et c'est plus joli. Oui, et c'est plus joli. Mais c'est surtout une autre cave. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de la cave matière organique. Mais dans la cave, il y a d'autres tiroirs. On va voir le tas de carbone et voir si on trouve un trèfle à 4 feuilles. Ah ça. Alors, on arrive au bout du chemin. On va passer au côté de la route. Et donc voilà, ce que tu vois là-bas, les tas de branches. C'est un tas de branches qui fait combien de mètres de hauteur là quand même? Là, il y a 4-5 mètres de haut sur 40 mètres de long. C'est des troncs en fait, on prend les arbres entiers et puis on vient béner ça, on va béner là. Et une autre adaptation aussi que j'ai faite en termes de réflexion et puis d'évolution, c'est qu'on était habitué à travailler les sols assez profonds. En fait, quand je me suis installé dans les années 80, c'était le début des tracteurs 4 roues motrices, mais aussi des tracteurs de grosse puissance. Et on a commencé à travailler nos sols plus profonds et surtout plus souvent. Et ça a contribué à vider la cave. Et en fait, depuis que je bosse avec Johan et puis avec tous les gens dans l'histoire de la fertilité des sols et le stockage du carbone, en fait, ce qu'il faut, c'est faire l'inverse maintenant. C'est-à-dire que là, vous avez devant vous un champ qui est labouré. Mais si vous veniez il y a 20 ans, en fait, le labour, il ne ressemblait pas du tout à celui-là. Parce que c'était un labour qui était plus proche du 30 cm. Alors que là, c'est un labour qui est entre 15 et 20 cm. Et si demain, j'ai une machine qui peut me permettre de faire un travail du sol le moins profond possible, je vais l'utiliser. Et du coup, ouais, Johan, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, du coup, on parlait du labour et c'est un des enseignements du projet Sol Bioclimat. L'INRA a montré dans son étude 4 pour 1000 que la diminution du travail du sol, voire l'arrêt du labour, c'est intéressant pour le climat parce qu'on sait que le travail du sol minéralise la matière organique. Mais c'est négligeable par rapport à tout ce qu'on peut gagner par l'intensification végétale, l'agroforesterie, les couverts végétaux, en gros toutes les pratiques couramment mises en place par les agriculteurs bio. Voilà, je dis ça parce que souvent on voit beaucoup de tracteurs qui travaillent le sol en bio et on voit cette fumée qui se dégage des tracteurs. Donc on voit cette consommation de fuel et on dit les bio produisent du carbone. Mais il faut savoir qu'ils en stockent beaucoup plus dans leur sol grâce aux pratiques notamment de prairies temporaires. On rentre à l'intérieur? Oui. Allez. On commence à avoir un peu froid. Hop. On arrive dans la maison. Tirer la neige. On va faire un truc qu'on n'a pas encore fait. C'est est-ce que tu veux bien te présenter au micro?
Donc moi je m'appelle François Marchand, je suis agriculteur à Saulx-les-Champlons dans la Meuse, un petit village de 45 habitants. Et j'ai 61 ans et j'ai 3 enfants, dont un qui reprend ma ferme. Présenter Julien, mon fils qui vient de s'installer. Et ce dont je suis assez fier. On est une famille d'agriculteurs depuis quelques générations. Fier. Mon grand-père était aussi agriculteur. Et donc là, on est juste sur un site des Éparges où la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de dégâts. On retrouve encore des obus intacts de cette date-là quand on travaille les sols. C'est plus de 100 ans après. Et du coup, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le stockage du carbone et peut-être d'expliquer en quoi c'est à la fois une mesure d'adaptation et une mesure d'atténuation. Est-ce que peut-être toi, Johan, tu es peut-être plus à même déjà de nous donner une définition de l'adaptation et de l'atténuation et nous expliquer en quoi le stockage du carbone répond à ces deux composants. Oui, alors on va commencer par l'adaptation parce que c'est un peu peut-être le plus logique. On a un changement climatique. Donc les agriculteurs voient par exemple des sols plus chauds, plus secs en été. On sait qu'on aura des hivers moins froids. Donc il faut adapter ses pratiques agricoles. Ça veut dire adapter ses dates de semis, adapter son travail du sol, adapter tout. Et notamment parfois en diversifiant, parce que ça s'appelle ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. S'il y a des accidents climatiques, la diversification peut permettre de gérer ça. Donc ça c'est l'adaptation. Alors on le retrouve chez les éleveurs aussi, avec un manque de fourrage. Donc certains éleveurs vont diminuer la taille du troupeau. Et puis chez les céréaliers, là par exemple chez François, peut-être le fait d'augmenter la proportion de prairies temporaires. Finalement c'est des moments où on a moins de risques climatiques sur la prairie. Ça correspond à une certaine adaptation. Et l'autre pendant du changement climatique, c'est l'atténuation. Et donc là, c'est de dire le mal est déjà fait, mais pas complètement. Et on peut encore diminuer le problème du changement climatique en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a deux composantes. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et stocker une partie de ce qui a été émis. Et donc là, c'est toute l'idée qu'il y a derrière le 4 pour 1000. L'idée de dire si on augmente de 4 pour 1000 les stocks de carbone dans les sols mondiaux, on va restocker une partie des gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Et entre l'adaptation et l'atténuation, il y a un autre donné aussi, c'est tout simplement le résultat, et le résultat économique peut-être. Est-ce que tu peux nous dresser une sorte de bilan, François, de tes résultats économiques à partir de ce stockage du carbone ? En fait, moi je le mesure, je ne l'ai pas en termes en euros, mais dans ma petite vie d'exploitant agricole, depuis que j'applique cette formule avec une intensification végétale, les cellules se remplissent. Alors on n'est pas bien sûr à la production intensive avec la chimie, évidemment, mais il y a une vraie sécurité, c'est-à-dire que je sens qu'il y a une progression des volumes, alors que j'ai moins de surface en céréales. C'est ça qui est super intéressant. Et surtout, j'ai pas une stabilité, mais une résilience qui est là, quoi. Je sens que les mauvaises années, cette année, l'année de sécheresse, je m'en sors bien, quoi. Je m'en sors relativement bien. Je le perçois à travers des couleurs de parcelles, les couleurs du sol est en train de changer. Donc mes sols deviennent plus foncés et il y aura forcément de meilleurs résultats. Pour moi, c'est une évidence. Donc on a la qualité, la quantité, et en termes de quotité peut-être de temps de travail. Au niveau temps de travail, quand je suis passé en bio, mes collègues autour de moi me disaient « là, tu vas travailler beaucoup ». En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de travailler vraiment beaucoup moins, surtout quand je les regarde. Ils s'activent beaucoup plus, souvent plus tôt que moi le matin et souvent plus tard que moi le soir. Et au final,
Honnêtement, franchement, le système il va bien. Vous voyez, j'ai pas travaillé mes sols l'été ou juste une parcelle, donc à la limite, c'est des heures. C'est incroyable le nombre de temps que j'ai gagné, quoi. Et de toute façon, dès l'instant où on diminue le nombre de travail, enfin l'intensité de travail du sol, eh ben on va plus vite à labourer, on passe moins, puisque si on fait un acte de moins, ben c'est concrètement un temps qu'on passe pas. Et quand on labourait à 30 cm, il fallait plus de puissance, on mettait plus de temps. Aujourd'hui, on retourne quasiment moitié moins de terre. Et mon rêve, c'est d'avoir des outils où on va arriver à faire le même travail entre 5 et 10 cm. Et là, on va encore gagner du temps. Donc, pour moi, cet aspect-là, il est vraiment bon. Johan, c'est toi qui as eu cette tâche d'accompagner François. Comment ça fonctionne en fait? C'est quoi le mode de fonctionnement de cet accompagnement? Alors à Bio en Grand Est, on fait un peu d'accompagnement individuel et beaucoup d'accompagnement collectif. Et moi, je verrais notre métier comme, on va dire, une sorte de levier que les agriculteurs motivés peuvent actionner. On va voir une partie des agriculteurs en individuel pour faire du conseil et en faire quelque chose de concret. Ça va être une formation, ça va être les rencontres nationales ABC, ça va être l'animation d'un groupe technique, favoriser les échanges entre producteurs. Voilà, le but, c'est que les agriculteurs, pour passer en bio, se sentent accompagnés par leurs pairs, qu'ils puissent connaître les autres agriculteurs bio. Et ça passe par le réseau bio, réseau FNAB, Bio Grand Est. François, est-ce que tu veux ajouter un dernier élément, peut-être pour conclure sur le stockage du carbone? Moi, je trouve que l'enjeu qui est devant nous du stockage, pour moi, c'est super enthousiaste parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de remises en cause et surtout beaucoup de chemins à expertiser, à trouver, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment devant nous des évolutions potentielles énormes à travers la connaissance des sols. Il faut travailler sur la connaissance des sols, la connaissance des plantes. Je me dis qu'aujourd'hui, je repartirai bien à 20 ans. Par rapport à ce qu'il y a devant nous, là, c'est extraordinaire, c'est très enthousiasmant, en fait. Et voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut s'enthousiasmer du défi. Parce que quand il y a défi, la vie est plus belle quand on se bat pour quelque chose, une vraie cause. Et là, il y a une vraie cause et il faut qu'on emmène du monde avec nous. Le trieur. Évolution. Le ventilateur. Production. Le grain. Regarder le sol. Adaptation. Ouais, salut Octave, c'est Jonah de la FNAB. Dis-moi, je réfléchis à l'épisode suivant là et je pense que ce serait pas mal d'aller voir ce que font les élevages contre le changement climatique. Du coup, j'ai pensé à un agriculteur à Gap. S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique.